1429. La France est rétrécie, avec un roi en devenir qui attend son sacre, le dauphin Charles, fils d'un monarque fou qui l'a déshérité au profit du roi d'Angleterre, entraînant une guerre qui n'en finit pas. Une guerre de 100 ans entre France et Angleterre qui déchire et ruine le royaume de France. Jusqu'à Orléans qui menace de tomber aux mains des Anglais, et tout semble perdu pour le très faible Charles. Mais l'apparition d'une jeune femme de 17 ans, Jeanne d'Arc, va mettre Dieu du côté des Français, délivrer Orléans et faire sacrer Charles à Reims. Le souffle et l'enthousiasme de Jeanne a redonné du cœur aux Français, mais rien n'aurait été possible sans les capitaines, véritables seigneurs de guerre qui l'entourent. Parmi eux, Gilles de Rais, 25 ans, fortuné, violent, arrogant, sans scrupules, redoutable soldat, mais aussi très mystique, va par sa rencontre avec Jeanne être traversé par la grâce et trouver un sens à sa vie, une légitimité, celle de servir le royaume de France et d'aider au sacre du roi. Mais bien vite, Jeanne d'Arc est trahie, vendue aux Anglais, et sa mort, brûlée vive pour hérésie, réveille les démons intérieurs, la folie de Gilles. 11 ans vont passer, 11 ans de déchéance et de course à l'abîme, 11 ans d'errements, d'incantations diaboliques, de magie noire, de délires alchimiques et surtout de crimes abominables d'enfants innocents. Car du haut de ses remparts de son château de Machecoul, entre duché de Bretagne et royaume de France, c'est un Gilles de Rais psychopathe, meurtrier en série, qui, en ce 15 septembre 1440, voit s'avancer l'armée de Jean V, duc de Bretagne, venu pour l'arrêter. Mais, contrairement à toute attente, Gilles de Rais n'oppose aucune résistance et se laisse emmener prisonnier sans coup férir, malgré son légendaire tempérament belliqueux. Comment et pourquoi Gilles de Rais, maréchal de France, a-t-il pu être arrêté chez lui, à son château de Machecoul, en territoire français, par les hommes du duc de Bretagne, Jean V? Pourquoi cette arrestation? Va-t-elle entraîner une réaction du roi de France? Est-ce un ultime épisode de la guerre de 100 ans? Gilles de Rais, ancien compagnon de Jeanne d'Arc, est-il réellement coupable de crimes abominables d'enfants? Pourra-t-il échapper à la justice du duc? C'est tout le mystère et l'enjeu du procès de Gilles de Rais, l'une des plus sanglantes affaires criminelles de l'histoire de France. Un maréchal de France, compagnon de Jeanne d'Arc, arrêté dans son château par les hommes du duc de Bretagne. Comment a-t-on pu en arriver là? En fait, en ce mois de septembre 1440, Gilles de Rais arrive au bout de sa descente aux enfers. Il touche le fond de l'ignominie et par son comportement, il s'est isolé de tous, perdant aussi bien le soutien de Charles VII, roi de France, que de Jean V, duc de Bretagne, les deux puissants personnages dont il dépend, et qui commencent à le trouver encombrant, gênant. De là à vouloir s'en débarrasser, d'autant que Gilles de Rais ne leur est plus d'aucune utilité, car ruiné et contraint à la vente pure et simple de ses terres et châteaux. C'est vrai, j'ai constamment besoin d'argent. Je dois rembourser des créances de plus en plus lourdes et de plus en plus pressantes. Mais si mes finances sont au plus mal, c'est que j'ai mis ma fortune et mon sang au service du royaume de France. Je me suis battu pour le roi Charles aux côtés de Jeanne, et je ne me suis jamais, moi, comme l'évêque Malestroit, vendu aux Anglais. Il a perdu la confiance du roi, il n'a plus d'argent, il ne peut plus lui être d'aucun soutien. Il a perdu la confiance du duc de Bretagne, qui est son principal débiteur. Il est acculé à la faillite, donc il a des mouvements d'humeur absolument insupportables. Il avait par 2 fois enlevé l'évêque de Nantes, qui évidemment s'en est souvenu. Oui, c'est un fait. Gilles de Rais s'est inscrit dans une spirale infernale de déchéance. Il en est même réduit, lui, un maréchal de France, aux pires extrémités, pires expédients. Vil brigandage, mise à sac,
Enlèvements, rançons, vols et exactions de toutes sortes. À la Pentecôte de 1440, il est entré à cheval, l'arme à la main, dans une église à Saint-Étienne de Mer-Morte et a menacé le prêtre qui officiait. C'est le soir même que j'étais mis au courant des exploits de Gilles de Rais à Saint-Étienne de Mer-Morte. Décidément, Gilles de Rais est incorrigible et se comporte en artisan de sa propre perte. En attaquant une église et en rompant son serment de chevalier, le maréchal de France agit comme un hérétique et maintenant tombe sous le coup de la justice de l'Église et donc de moi-même. Le prêtre qui a été molesté par Gilles de Rais est le propre frère de son trésorier, qui est aussi trésorier du duc de Bretagne. Il s'agit là donc d'une atteinte très grave à la gloire et à la puissance de l'Église qui ne peut rester impunie. Oui, au milieu de l'office, en pleine messe, Gilles a menacé le prêtre. Il est entré, à cheval, dans l'enceinte de l'église de Saint-Étienne de Mer-Morte, en vociférant des insanités, une hache à double tranchant à la main qu'il faisait tournoyer au-dessus de sa tête. Vous rendez-vous compte? Et pendant ce temps-là, ces hommes, plus de 60, avaient encerclé l'église en tenue de combat, armure et aume sur la tête. Mais pourquoi donc Gilles de Rais s'est-il compromis par de telles exactions? Gilles de Rais veut récupérer cette seigneurie de Saint-Étienne, terres et châteaux, qu'il a vendus à l'un de mes amis et dont il espère tirer davantage. Le prêtre n'a eu la vie sauve qu'en lui remettant les clés du château. Mes problèmes d'argent me rendaient fou de colère. Je ne me maîtrisais plus. Jamais je n'aurais dû attaquer cette église de Saint-Étienne de Mer-Morte. C'est vrai. Ce faisant, j'ai ainsi donné au duc et à l'évêque une occasion de m'abattre. Il a emmené prisonnier le prêtre de l'église Saint-Étienne et les gens qui se trouvaient en sa compagnie. En agissant ainsi, il a ouvertement mis en cause ma souveraineté, ce que je ne peux tolérer. D'autant qu'en s'attaquant à une église, c'est un crime contre Dieu qu'il a commis. Oui. Il doit subir les conséquences de cet acte insensé contre Dieu, en sa demeure sacrée, en son Église. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir le faire comparaître concernant les rumeurs de sorcellerie, d'alchimie, d'enlèvement d'enfants, de crimes et tortures de toutes sortes. À partir de ce moment, il se terre dans ses châteaux, il n'a plus aucun moyen d'échange et il est maintenant à la merci de la justice, aussi bien civile que religieuse. En cette année 1440, Gilles de Rais, maréchal de France, héros de la reconquête contre les Anglais, a, en faisant irruption dans l'enceinte d'une église, rompu son serment de chevalier et offert à l'évêque de Nantes l'occasion idéale pour le mettre en accusation. De plus, en enlevant des otages dans cette église de Saint-Étienne de Mer-Morte, il s'est aussi aliéné Jean V, duc de Bretagne, et provoqué son ire. Et ce que Gilles ne sait toujours pas, c'est que l'évêque Malestroit a patiemment accumulé contre lui d'horribles témoignages qui l'accablent, que la rumeur le pointe du doigt, que tout est en place pour sa chute infamante. « 15 mai 1440. Gilles de Rais a accompli son coup de force contre Saint-Étienne de Mer-Morte, a récupéré les clés du château et tient à sa merci le prêtre et les hommes du duc enlevés sur place. Que va-t-il en faire? J'ai décidé de les garder en otage pour me protéger des réactions du duc Jean. C'était de bonne guerre. J'ai donc décidé de les emmener prisonniers pour les jeter dans des cachots protégés par mes murailles de Tiffauges, hors d'atteinte du duc de Bretagne. J'ai sommé Gilles de libérer ces hommes, mais sans succès. J'ai pensé qu'il n'oserait jamais venir lui-même chercher ces hommes ici, à Tiffauges, en territoire du roi de France.
Il ne peut que craindre affronter Charles VII en s'en prenant à moi, l'un de ses maréchaux. Mais il faut bien régler le problème des otages d'une manière ou d'une autre. C'est alors qu'intervient un personnage primordial dans l'entourage de Gilles en cette année 1440, son alchimiste italien François Prelati. L'or alchimique m'obsédait, me fascinait. C'était la solution pour combler mes dettes. Et j'étais désespéré de ne pouvoir trouver en France, autour de moi, le spécialiste à la hauteur de la tâche. Un alchimiste. Mais peut-être aussi plus que cela. Et j'avais ouï dire qu'il se trouvait à Florence toute une école de savants qui avait le pouvoir d'invoquer diables et démons afin de faciliter la transmutation du plomb en or. J'ai donc décidé d'envoyer à Florence mon confesseur, Eustache Blanchet. Il est allé chercher un spécialiste, un invocateur du diable en tout cas, et il a trouvé François Prelati à Florence. Et depuis un an que Prelati est venu d'Italie, il est devenu à la fois son alchimiste, son invocateur du diable, mais aussi son amant et son conseiller occulte en toutes occasions. J'ai cru en Francesco Prelati. Il m'a touché par son intelligence, par sa beauté aussi. Il était l'homme de la Providence. Ses conseils m'étaient indispensables. Nous avons parlé du problème des otages et de solliciter une audience auprès du duc. Et François Prelati appuie le désir de Gilles d'aller voir en personne le duc de Bretagne à sa cour pour négocier une solution à l'amiable. Si, je sollicitais pour mon maître l'assentiment des forces obscures pour son projet d'audience avec le duc de Bretagne. Je lui ai raconté mon entrevue avec le prince des Ténèbres et que celui-ci avait émis un avis favorable pour ce voyage. Et Gilles de Rais, qui ne fait plus rien sans consulter son amant et conseiller, part rassuré rencontrer Jean V. Il est venu me voir pour s'expliquer. Mais je n'étais pas dupe. D'autant que Jean de Malestroit m'avait informé des lourdes responsabilités de charges et de crimes pesant contre lui. Commerce avec le diable, enlèvement d'enfants, crimes et sodomie. Je lui ai fait bonne figure, l'ai écouté, puis congédié, sans rien lui concéder. Après son entrevue écourtée avec Gilles de Rais, Jean V s'interroge sur ce qu'il va faire pour récupérer les otages enfermés à Tiffauges, sans risquer toutefois de déclencher une réaction hostile du roi de France Charles VII. Oui, je craignais la réaction du roi de France. Et j'ai donc demandé à mon frère Arthur de Richemont, qui est aussi connétable du roi, si Charles VII s'offenserait, que l'on intervienne contre Gilles, l'un de ses maréchaux. Mon frère m'a rassuré en m'affirmant que le roi Charles ne désire rien tant que l'ordre. Et puis Jean V, sachant que son frère est tout ce qui touche à l'alchimie et aux incantations diaboliques, l'informe aussi que Gilles de Rais a mis toutes ses espérances dans l'or alchimique et la sorcellerie, s'entourant de divers personnages douteux, tel son alchimiste italien, Prelati. À l'évocation de sorciers et d'alchimistes dans l'entourage de Gilles, son sang n'a fait qu'un tour. Il déteste cette sorte de gens-là, et en a déjà fait pendre plus d'un. Arthur de Richemont, donc, frère du duc de Bretagne et connétable de France, accepte de prendre la tête de l'armée royale pour se présenter sous les murs de Tiffauges. Il fait aussitôt injonction à Gilles de Rais de libérer les otages que celui-ci détient. C'était l'armée royale, commandée par le connétable du roi en personne, qui se présentait et encerclait ma forteresse de Tiffauges. Difficile de résister, d'autant que beaucoup de mes gens m'avaient abandonné. J'ai donc décidé de n'opposer aucune résistance et ai ordonné qu'on libère les otages sur le champ. Pendant ce temps-là,
Jean de Malestroit, évêque de Nantes, est arrivé au bout des conclusions de l'enquête qu'il mène depuis de longs mois. Ce qui lui a permis de rédiger une lettre d'accusation comportant de nombreux détails et témoignages. Oui, j'y consigne mes certitudes comme quoi messire Gilles de Rais, chevalier et baron, avait, avec la complicité de certains de ses serviteurs, égorgé, tué, massacré plusieurs jeunes garçons innocents, qu'il avait pratiqué avec ses enfants la luxure contre nature, le vice de sodomie et fait d'horribles invocations de démons. Il y avait eu déjà des quantités de plaintes d'une trentaine, sinon même presque de 40 familles pour des disparitions d'enfants. Et des enfants dont on pouvait suivre la trace et qui évidemment étaient allés à Tiffauges ou dans l'autre château de Gilles de Rais. Après la libération des otages à Tiffauges, j'ai décidé de m'installer à Machecoul. Je pensais y être plus en sûreté. J'envisageais aussi de fuir. L'idée d'un pèlerinage à Jérusalem me hantait chaque jour davantage. C'est vrai, j'avais perdu toute notion de bien et de mal. Tous mes espoirs reposaient sur mon fidèle et cher prélati, toujours auprès de moi. Il avait le pouvoir d'invoquer les démons en ma faveur, de me protéger de l'ire du duc. Monseigneur de Rais était au bord de la folie furieuse. Il était persuadé que le recours à Satan par des invocations ferait disparaître tous ses problèmes et lui permettrait de résister à l'armée qui ne manquerait pas de venir l'arrêter d'un jour à l'autre. Donc si, j'ai invoqué les démons. Pendant ce temps-là, le duc et l'évêque s'organisent. Jean de Malestroit pense qu'il faut le forcer à comparaître. J'ai décidé de suivre les recommandations de l'évêque Malestroit. Et nous avons décidé ensemble qu'il y aurait 2 procès. L'un ecclésiastique, pour juger du coup de force en l'église de Saint-Étienne de Mer-Morte. L'autre civil, pour les crimes de sang. Et nous avons donc décidé d'arrêter le maréchal Gilles de Rais. En proie aux pires difficultés financières et guidé par son tempérament irascible, Gilles de Rais a lui-même précipité sa chute. Son image de héros de la guerre de libération contre les Anglais s'est muée au fil de la rumeur et de l'enquête de l'évêque Malestroit en celle d'un monstre démoniaque, assoiffé de sang. Il est donc maintenant sur le point d'être arrêté. Va-t-il laisser cours à son tempérament belliqueux et résister aux hommes qui vont venir jusqu'à son château de Machecoul ? Et en a-t-il seulement les moyens ? Nous y sommes. Toutes les conditions permettant l'arrestation de Gilles de Rais sont réunies. Tout le monde est contre lui. La population environnante, terrifiée par les rumeurs de crimes qui lui collent à la peau, mais surtout le roi de France, Charles VII, dont il est maréchal, qui fermera les yeux, laissant les mains libres aux 2 compères, Jean V, duc de Bretagne, et Jean de Malestroit, évêque de Nantes. Après la libération des otages, les choses ont été très vite. Dès le 13 septembre, j'ai mandé une lettre de citation imposant à Gilles de Rais, maréchal de France, de comparaître devant notre official de Nantes, le juge de l'évêché. L'arrestation de notre Seigneur était inéluctable. Ces semaines qui ont précédé l'arrivée des troupes du duc de Bretagne furent horribles. Gilles de Rais avait constamment des sauts d'humeur. Avec Eustache Blanchet, nous avions très peur. Poitou et Henriet aussi. Il fallait accéder à ses moindres désirs, quels qu'ils soient. Pour dire vrai, notre maître sombrait dans la folie la plus totale. Il n'oppose aucune résistance lorsque les hommes du duc de Bretagne viennent l'arrêter, à la suite, justement, d'une injonction judiciaire. C'est le rôle du tribunal, aussi bien civil que religieux, qui demande son arrestation. Ce n'était pas rien de venir arrêter un maréchal de France, dont la réputation de guerrier et le mauvais caractère étaient légendaires. Mais la place était presque vide.
Quand ils l'ont arrêté, ils ont trouvé des éléments matériels de torture, et puis du sang même un peu partout. C'est affreux. Il était dans un état de demi-folie, il n'y a aucun doute. À moitié fou, donc, Gilles se laisse capturer sans résistance par l'armée du duc de Bretagne, qui vient pour l'arrêter. Son passé, son nom, sa fortune le protègent mieux que tous les murs de ses châteaux, pense-t-il. À quoi bon résister? Et puis, ne suis-je pas maréchal de France? N'ai-je pas, avec Jeanne, chassé l'Anglais du royaume? Je pensais n'avoir rien à craindre de la justice. J'ai fait baisser le pont-levis, sans plus attendre. Il n'a pas compris que l'évêque et le duc ont feint d'ignorer les rumeurs concernant les crimes de sang. Dans sa lettre de citation à comparaître, Jean de Malestroit s'en est bien gardé, se contentant de l'affaire de l'église de Saint-Étienne de Mer-Morte avec sa prise d'otage. Nous l'avons arrêté et emmené à la prison de Nantes, où Gilles de Rais doit comparaître devant les deux cours, ecclésiastique et séculière. 19 septembre 1440. Gilles de Rais comparaît pour la première fois devant ses juges qui siègent dans un tribunal aménagé dans la grande salle du château de la Tourneuve à Nantes. En fait, deux procès en parallèle. L'un ecclésiastique, où il risque l'excommunication pour ses invocations du diable, et l'autre séculier, où il encourt la peine de mort pour les crimes d'infanticide, de sodomie et la confiscation de ce qui reste de sa fortune. Un homme est là, et Gilles ne comprend pas alors quel est son rôle. Il ne comprend pas que c'est un magistrat, Pierre de l'Hôpital. Pierre de l'Hôpital va assister à tous les débats ecclésiastiques et c'est lui qui doit présider le procès séculier à l'issue du jugement religieux et prononcer la sentence concernant les crimes de sang et d'infanticide. C'est à lui de condamner à la peine de mort Gilles de Rais, sentence que l'Église ne peut prononcer. Oui, dans son hypocrisie, l'Église n'aime pas le sang, contrairement à Gilles de Rais. Le procès a eu lieu très vite, il s'est instruit très vite. Il s'est passé d'environ 6 semaines entre l'arrestation et la fin du procès. Tous les éléments de la condamnation étaient prêts, n'est-ce pas? On avait une déposition devant des notaires, si l'on peut dire, enfin des officiers de justice, de toutes les familles, des complices, des gens qui étaient autour de Gilles de Rais, et il est bien évident qu'il y avait une série de crimes. Le tribunal a procédé à l'audition des témoins à charge et les plaignants ont répété leur accusation avec de grandes clameurs, douloureusement et dans les larmes. J'ai scruté le visage de l'accusé, mais n'y ai décelé aucun sentiment, aucune émotion. Par contre, oui, de la folie se lit dans ses yeux. Cet homme est possédé du diable. En effet, Gilles de Rais est pris de fureur. Arrogant, hautain, violent, il harangue ses juges, les insulte. C'est vrai. J'ai d'abord réagi violemment. Après tout, au nom de quoi ces juges sont-ils légitimes pour me juger? Moi, baron de Rais, maréchal de France, moi qui me suis battu au nom du roi et de Dieu, j'ai récusé ces juges infâmes. Il récuse ses juges. N'est-ce pas une preuve d'hérésie? D'autant qu'à 4 reprises, Gilles de Rais a refusé de reconnaître les faits mentionnés dans l'acte d'accusation. 49 points qui l'accablent formellement. Il s'est rendu coupable d'actes inimaginables, odieux. Leurs seules évocations me font froid dans le dos. Plus de 140 enfants violés, torturés, sacrifiés, sodomisés, assassinés. Le fait que l'évêque connaisse ces crimes et parle d'elles signifie très clairement qu'il a un informateur à l'intérieur du cercle des intimes de Gilles de Rais. Parmi les 6 personnes qui sont nommément indiquées et qui sont accusées, des co-accusés de Gilles de Rais, il y a 2 qui se sont enfuis, 2 qui ont été condamnés et 2
qui ont tiré leur épingle du jeu, c'est-à-dire le prêtre Eustache Blanchet et Francesco Prelati, qui ont vendu la mèche, pour le dire, et qui ont négocié leur acquittement. On négocie, et bien c'est un peu ça. Et ils ont, non pas la promesse de la grâce, parce qu'il fallait quand même, ils ont quand même été plus ou moins condamnés, mais ils ont eu la vie sauve. Et il fallait quand même qu'ils témoignent. Le père Eustache Blanchet et Francisco Prelati nous ont enfin permis de connaître précisément les responsabilités de Gilles de Rais dans cette odieuse affaire. Ils seront condamnés à la prison, mais auront la vie sauve en récompense de leur témoignage. Nous étions en communion d'esprit, Gilles et moi-même, et nous avons poussé très loin cette quête de l'or alchimique, jusqu'à appeler l'aide de Satan. Mais avec son arrestation et ce procès, j'ai compris que Gilles avait été trop loin, jusqu'au crime d'enfants innocents. Pour satisfaire les démons et ses pulsions, il était de notre devoir avec Eustache de donner toutes les précisions nécessaires à Monseigneur l'évêque Malestroit pour qu'il fasse éclater la vérité. Il en va du salut de nos âmes. Et surtout de leur vie. Car c'est un coup de théâtre pour l'évêque Jean de Malestroit qui, en échange des informations pour renseigner l'acte d'accusation, offre la vie sauve à Prelati et Eustache Blanchet et obtient ainsi les témoignages nécessaires à excommunier Gilles. Devant l'obstination de Gilles à refuser de faire face à ses crimes, nous n'avions plus le choix. Et nous l'avons excommunié. Ce qui signifiait sa mort civile et l'incapacité donc de communier et surtout l'interdiction faite à tous les autres chrétiens de l'approcher. Et puisqu'on le rejette, il n'a pas les sacrements avant la mort. N'est-ce pas ? Donc par conséquent, il sera immédiatement voué aux enfers. Pour le chrétien qu'était Gilles de Rais, qui considérait qu'il n'avait qu'une âme et que cette âme devait être sauvée, puisqu'il avait perdu tout espoir de sauver son corps, sa vie. Au moment où l'Église l'excommuniait, il perdait sur tous les plans. Il perdait sur le plan de la vie matérielle, de la vie tout court, et il perdait sur le plan de la vie éternelle. Et si vraiment il expie et il reconnaît, il y a la réconciliation immédiate. Dans la nuit du 14 au 15 octobre, Gilles de Rais, saisi par la gravité de cette sentence d'excommunication, a brutalement changé d'attitude. Et c'est un autre homme qui s'est présenté devant nous. Un homme en proie au tourment de sa conscience. On se demande quels ont été ces tourments, sa crise de conscience en ce moment-là. Ça a dû être terrible. Et surtout, tout son monde s'était écroulé. Tout le monde l'avait quitté et tous ses proches l'accusaient. J'ai reconnu la légitimité de mes juges et ai demandé pardon pour les injures que j'avais proférées à leur encontre. J'ai abandonné mon obstination et mon orgueil et j'ai accepté de répondre à l'acte d'accusation. Une fois cet engrenage mis en marche, c'est-à-dire invocation du diable, rébellion, la sodomie et les actes contre nature, qui sont le propre du diable, venaient automatiquement compléter l'acte d'accusation de Gilles de Rais. C'était là une logique dans laquelle il a été enfermé dès le départ. Le président Pierre de l'Hôpital fait à son tour témoigner, en présence de Gilles de Rais, Francesco Prelati devant le tribunal. Prelati, qui se sait protégé par leur accord avec Jean de Malestroit, ne se fait pas prier et avoue avoir invoqué le diable pour le compte de Gilles. Si, je confesse avoir à Firenze étudié la nécromancie, la géomancie et l'alchimie. Si, nous avons avec Monseigneur de Rais invoqué les démons
Baron et bien d'autres. Si, je lui ai fait signer un pacte avec le diable. Il était si pressé d'obtenir de l'or qu'il en devenait dément. Chaque jour qui venait, il me pressait d'obtenir des résultats quels qu'en soient les moyens, y compris des offrandes d'organes humains. Gilles de Rais nous terrorisait, Eustache et moi. Nous ne faisions qu'obéir. Gilles de Rais a craqué puisqu'il a eu aussi connaissance de la déposition de François Prelati qui lui parlait des invocations du diable. J'ai écouté avec attention les accusations portées contre moi par Francesco et Eustache Blanchet. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Sans doute n'ont-ils pas eu le choix. J'assume, de toute manière, l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé. Et puis, Prelati est l'être le plus cher que j'ai rencontré. J'ai partagé avec lui des moments tendres et inoubliables dans une grande communion de nos sens. Je sais que nous nous reverrons dans la grande joie du paradis. Le 21 octobre, les juges veulent en finir et obtenir des aveux complets sur les pratiques sataniques, les enlèvements d'enfants et leurs meurtres. Son interrogatoire se passe dans la salle basse du château où se trouvent les instruments de torture nécessaires à la question. Leur seule vision suffit pour décider Gilles de Rais à soulager sa conscience. Son seul souhait est que ses aveux soient faits sous forme d'une confession que recevra l'évêque de Saint-Brieuc en présence de Pierre de l'Hôpital, président du tribunal séculier. Il a demandé donc qu'on lève l'excommunication, qu'il soit reçu à nouveau parmi les fidèles pour qu'il puisse communier. Et c'est là qu'il a confessé. Et c'est sa confession qui est absolument terrible. Une confession absolument terrible. Oui, Gilles de Rais, maréchal de France, enfermé dans sa prison du château de Nantes, est au bout de ses résistances. Tous ses proches ont avoué et l'ont accusé. Même son alchimiste et amant préféré, son cher Prelati. Ses pires crimes sont étalés au grand jour et il n'apparaît plus que comme un monstre assoiffé de sang. Que peut-il faire donc d'autre maintenant, à défaut de sauver sa vie, que de sauver son âme grâce à une confession dans laquelle il trouvera une dernière délectation et jouissance? C'est dans l'effarement le plus total que nous avons, les juges et moi-même, oui, une effrayante confession. Il a tout reconnu, tout raconté, et s'est complu dans les moindres détails. De lui-même, et en ajoutant des détails nouveaux, en précisant certaines circonstances, que c'est lui-même qui torturait, qui observait les enfants mourir, les égorger, les caresser, les admirer. Je ne sais comment tout cela a commencé. Peut-être avec ce jeune page battu à mort dans un bois, ou cet écuyer sodomisé dans une étable. Mais personne ne me donna l'idée de cette débauche, de ces crimes. Mon seul plaisir et mon imagination déclenchèrent tout cela. Assouvir mes plaisirs était mon seul but. Et puis, s'est amplifié mon dégoût pour les rondeurs féminines, tant prisées par ma soldatesque. Et ma propre attirance de plus en plus forte pour les corps de jeunes garçons, sveltes et musclés. Il a vite constitué une poignée de rabatteurs et d'hommes de main qui sillonnaient les bois et les campagnes, des femmes aussi, Tiphaine Blanchu et surtout Perrine Martin, la plus redoutable, qui séduisait les enfants avec de belles paroles ou des friandises
et les ramener sous son aile au château. C'est là que tout se passait. C'est vrai que nombreux sont ceux qui sont venus pour me servir, dans ma danse macabre. Ils finirent par connaître mes goûts, par devancer mes désirs, et même me proposer de nouveaux jeux. Il a avoué avoir découpé leur corps, avoir arraché leurs organes, les avoir sodomisés pendant leur agonie. Au comble de la folie, il leur fendait le crâne et entrait en transe, invoquant le démon. Je n'ai marché qu'au gré de mes caprices, et rien ne m'était sacré. Je mettais mes espérances dans le plaisir de faire le mal. Tout ce qui était défendu m'attirait, et il n'est de moyen que je n'employais, si honteux qu'ils fussent. Quand on voit l'énumération des conditions dans laquelle ces malheureux enfants, petits garçons surtout, étaient torturés, les ricanements, la moquerie, les faux espoirs que Gilles de Rais leur donnait, l'admiration de leur beauté en leur coupant la tête, en leur tranchant la gorge, je me suis dit non, ça s'invente pas. Non, ça ne s'invente pas. Tortures sadiques et perverses, invocation de démons. Comment et pourquoi Gilles de Rais en est-il arrivé à une telle dérive? L'Assemblée est muette d'horreur devant l'évocation de tels crimes qui défient l'imagination. Le président du tribunal, lui, veut essayer de comprendre, peut-être pour se rassurer. Car plus encore que l'horreur des actes de Gilles de Rais, c'est bien le pourquoi qui indispose. Pourquoi? Pourquoi? Même si souvent nous avons été amenés à nous opposer et même à nous détester en maintes occasions, jamais avant je n'aurais imaginé qu'il puisse être un tel monstre. Je n'arrive pas à comprendre ses motivations. Cela torture mon esprit. La nuit, je me réveille en sueur. La voix de Gilles, égrenant avec délectation ses crimes. Et le lendemain matin au tribunal, je voudrais qu'il m'éclaire. Et Gilles de Rais lui dit « Je suis tout seul, il n'y a que mon imagination, il n'y a que moi qui suis responsable. » À quoi le juge répond « Mais quand même, j'aimerais savoir davantage. » Et Gilles de Rais répond « Vous me torturez et vous vous torturez vous-même, puisque je n'ai aucune explication pour mes crimes. » Il n'y a rien à comprendre, sinon que j'ai toujours eu une grande attirance pour tous les actes réputés interdits par les mœurs et par la religion. Je vous l'ai dit, mes crimes, à eux seuls, pourraient faire condamner à mort 10 000 hommes. Mais j'ai perpétré ces crimes sans le conseil de personne, et seulement pour mon plaisir et ma délectation charnelle. La torture pour seul plaisir. La souffrance d'autrui pour seule jouissance. Comment comprendre de tels actes aussi barbares, aussi odieux? Comment comprendre un tel homme, un tel monstre? C'est une frustration de ne point l'envisager, mais peut-être est-ce la mort, brûlée vive, de la pucelle. Oui, peut-être Jeanne d'Arc lui avait-elle donné une raison de vivre en lui permettant de se couvrir de gloire au service de la France. Il se sentait utile, valorisé en étant de ceux qui contribuèrent au sacre de Charles VII, roi de France, et à chasser les Anglais du royaume. Peut-être aussi avait-il été attiré, pour une fois, par ce corps féminin, mais androgyne. En perdant Jeanne, il a tout perdu, et par-dessus tout, la raison. Ma Jeanne, bénie soit-elle. Je la suivais partout où elle allait, comme le corps obéit à l'âme. Elle faisait reculer mes démons intérieurs.
les maintenait à distance. Ils avaient tous deux l'âme saturée d'idées mystiques. Après l'exécution de Jeanne, Gilles de Rais s'est lentement abandonné à ses instincts les plus vils. Quand j'appris que Jeanne était jugée comme hérétique, sorcière, invocatrice de démons, et condamnée à être brûlée, tout s'écroula autour de moi. La bête immonde prit possession de mon âme. J'ai alors essayé de résister en revivant nos exploits. Oui, après la mort de Jeanne, sur le bûcher, Gilles de Rais, obsédé par ses gloires passées, s'était lancé dans des dépenses colossales pour financer de grands spectacles destinés au peuple, dans l'espoir insensé de faire revivre la Pucelle et de recréer en rêve son épopée à ses côtés. Ainsi cette pièce, le mystère du siège d'Orléans. C'est une pièce de théâtre en 35 000 vers qui a été commanditée, peut-être écrite en partie par Gilles de Rais, et dans laquelle on nous raconte la levée du siège par les Anglais. Elle met en scène essentiellement Gilles de Rais. Gilles de Rais qui parle avec Jeanne d'Arc, qui lui donne des conseils, qui lui obéit, etc. Et il a dépensé des sommes absolument astronomiques pour représenter cette pièce à Orléans même. En effet, en 1435, pendant un an, Gilles de Rais, incapable d'échapper à l'emprise mystique de Jeanne d'Arc, est resté à Orléans, tentant de revivre sans fin ses gloires passées dans un spectacle joué par 600 personnes. Qui peut me reprocher d'avoir voulu célébrer les exploits de Jeanne et le peuple d'Orléans de m'accueillir en héros? J'étais à nouveau le vainqueur des Anglais aux côtés de la Pucelle, et il me fallait bien ça pour me rappeler au bon souvenir du roi, qui sans moi peut-être ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, solidement assis sur son trône. A-t-il oublié que je l'ai accompagné à Reims pour le faire sacrer? Et que j'ai, insigneur, été à l'abbaye de Saint-Rémy, chercher la sainte ampoule contenant le crème, envoyée par Dieu sur terre pour l'onction des rois de France? Qu'il m'a élevé à la dignité de maréchal de France et autorisé, à l'instar de Jeanne, à ajouter des fleurs de lys à mes armes? À revivre ses gloires passées, Gilles avait dilapidé une fortune considérable. Châteaux, rentes, meubles, tapisseries, objets de valeur. Ce fut, j'imagine, une lente descente aux enfers. Et maintenant que j'arrive au terme de ma vie de mortel, je ne peux et ne veux dire qu'une chose à tous ceux, parents et amis contre qui j'ai péché: qu'ils me pardonnent. 21 octobre 1440. L'accusé vient de confesser ses crimes. Il a fourni au tribunal les détails les plus horribles, les plus effrayants, les plus improbables. Et le Gilles de Rais violent, arrogant, tourmenté, a laissé place à un Gilles de Rais humble, contrit, effrayé par l'excommunication, hanté par la soif de pardon, et qui s'avance vers ses juges à l'écoute de la sentence. Le 25 octobre 1440, la première des deux sentences tombe, la sentence ecclésiastique. Nous avons déclaré Gilles de Rais coupable d'hérésie, d'apostasie, de sodomie et d'horribles invocations de démons. Pour ces crimes, il est condamné à l'excommunication. Mais nous lui avons alors offert la possibilité d'être réincorporé au sein de l'Église. Gilles de Rais a répondu par l'affirmative et nous a supplié, dévotement à genoux, de l'entendre en confession et de l'absoudre, afin d'être à nouveau admis au sein de la foi de notre Sainte Mère l'Église. Nous avons décidé d'accéder à sa demande. Oui, c'est difficile à comprendre, mais la justice ecclésiastique condamne Gilles de Rais à l'excommunication pour mieux lui accorder le pardon en échange de sa contrition. Il est donc à la fois condamné et gracié d'un point de vue religieux.
Et donc, l'âme de Gilles est sauvée. Il savait qu'il allait être exécuté et que cela peut nous paraître maintenant tout à fait accessoire, mais pour l'homme, la réconciliation, c'est quand même l'au-delà à l'époque. Ils y croient, n'est-ce pas? Et puis le lendemain, la sentence civile. Oui, la sentence civile, car il reste à juger les crimes de sang, la torture et le massacre de centaines d'enfants. Et donc, après l'âme, c'est maintenant le corps, la vie de Gilles qui est en jeu. Et donc l'Église le confie à la justice séculière, afin de faire le sale travail, l'envoyer à la potence. La justice de notre Église a fait son devoir. Et nous avons donc pu maintenant ordonner que Gilles de Rais soit confié au tribunal séculier qui se tient au château du Bouffay, afin qu'il soit jugé pour ses meurtres d'enfants. L'on conduit donc sans plus attendre Gilles de Rais au château de Bouffay, face au tribunal présidé par Pierre de l'Hôpital. Celui-ci est au courant de l'affaire dans les moindres détails, puisqu'il a suivi en auditeur tous les débats du tribunal ecclésiastique et l'instruction civile a été faite en parallèle à celle de l'Église. Et de fait, ce sont tous les mêmes témoins qui ont été entendus par les deux juridictions. Le tribunal civil est donc prêt, et une foule immense est accourue de Nantes et de toute la région. On veut voir le maréchal déchu qui s'avance et s'agenouille pour renouveler ses aveux. La sentence tombe. Pendu et brûlé. Et exécution dès demain à 11 h. La sentence n'a surpris personne, compte tenu des charges pesant contre Gilles de Rais. La mort est le bûcher aussi pour ses serviteurs et complices, Henriet et Poitou. Quant à son chanoine, Eustache Blanchet, et son alchimiste, François Prélati, ils sont condamnés à la prison à perpétuité. Gilles de Rais a demandé à être exécuté en premier, afin que ses serviteurs Henriet et Poitou, avant de mourir, sachent sans équivoque qu'il a bien été pendu et n'a pas pu bénéficier d'un régime de faveur. Il veut aussi une procession générale pour demander à Dieu de maintenir en lui et en ses serviteurs le ferme espoir du salut. Pierre de l'Hôpital, président du tribunal séculier, accède à toutes ces requêtes et décide que le cadavre du condamné sera à temps retiré des flammes pour être enseveli dans l'église de son choix. Et dès le lendemain, mercredi 26 octobre 1440 à 9 h du matin, une grande procession parcourt les rues de Nantes. La foule est nombreuse. 3 gibets attendent sur l'île de Biesse toute proche. La procession s'est arrêtée au carrefour et devant les églises, avec des chants et des prières pour le salut de l'âme de Gilles et de ses 2 serviteurs, Henriet et Poitou. Les 3 hommes se mirent à chanter le De Profundis. Le peuple, les religieux et même les bourreaux les accompagnèrent à haute voix. Alors Gilles de Rais invita ses serviteurs à avoir confiance en Dieu, car bien qu'ils aient commis le mal ensemble, grâce au pardon, ils se reverraient dans la gloire, avec Dieu au paradis. Le guerrier, l'arrogant soudard, le sadique tortionnaire d'enfants est à son tour confronté à la mort, une mort mystique telle que Gilles de Rais l'a voulu. Et telle qu'il l'a souhaité aussi, il est pendu en premier, sous les yeux d'Henriet et Poitou, ses serviteurs et complices. Les bûchers, au pied des échafauds, s'enflamment alors, mais plusieurs femmes se précipitent et en retirent aussitôt le corps de Gilles. On a arrêté le feu pour qu'il puisse être enterré en terre chrétienne. Donc, si vous voulez, vis-à-vis de l'Église, il n'est pas sorti. Sa dépouille a été retirée à temps du brasier pour être enterré en terre consacrée, selon ses vœux, en l'église du couvent de Notre-Dame des Carmes, fondation de la famille de Machecoul. Ses 2 complices sont brûlés et leurs cendres dispersées. Eux seuls sont morts en hérétiques.
Ils ne pourront donc pas retrouver, comme ils se l'étaient promis, leur maître, Gilles de Rais, au paradis. C'est un personnage quand même très intéressant parce que lorsque l'on suit sa carrière, on s'aperçoit qu'il y a le sang et la perte et les ravages d'une guerre qui n'est plus une guerre de clochers, mais qui est une guerre nationale et qui va devenir quelque chose de terrible et qui est là à sa première phase. Et ça ne fera que s'amplifier. Gilles de Rais serait-il resté dans l'histoire sans son procès et sa réputation sulfureuse? Personne ne le sait. Il n'en reste pas moins qu'il a été un grand capitaine, permettant d'affermir le trône de Charles VII. Mais il a été aussi un piètre gestionnaire de sa fortune, que désespéré, il voyait filer entre ses doigts. Jusqu'à le contraindre à devenir brigand de grand chemin et à se laisser leurrer par des aventuriers dans une incessante quête de l'or alchimique. Et sans doute était-il un détraqué sexuel, perdu dans ses obsessions, fasciné par le meurtre, les cruautés, le sang. Le premier tueur en série, identifié comme tel, de l'histoire de France. Eustache Blanchet et Francisco Prelati, qui ont négocié avec les juges, ne seront condamnés qu'à la prison à perpétuité, mais pour s'en échapper bien vite, grâce à quelques protections et complicités. Prelati devient même gouverneur de La Roche-sur-Yon et s'entourera d'anciens serviteurs de Gilles de Rais, dont Blanchet, qui viendra s'y réfugier. Mais Prelati commettra de graves imprudences et sera à son tour pendu. Jean V mourut en son château de Nantes, seulement 2 ans plus tard. Charles VII, couronné à Reims grâce à Jeanne d'Arc et à ses capitaines, dont Gilles de Rais, continuera, en repoussant l'envahisseur anglais à la mer, la reconquête de son royaume. Un royaume de France qu'il pourra ainsi transmettre, consolider, à son fils, le futur Louis XI.